et à tous, éventuellement, encore une fois. Je suis David Papoto, je suis écrivain. Je suis sur le point de vous lire une de mes nouvelles. Alors, comme beaucoup d'écrivains, je ne possède pas de contrat éditorial. C'est-à-dire que si jamais ce que je m'apprête à vous lire vous plaît, vous ne pourrez pas lire davantage de mes écrits dans un quelconque bouquin, ce qui est assez embêtant. En revanche, si ce que je m'apprête à vous lire vous plaît et que vous êtes éditeur, alors là, on peut peut-être s'arranger, hein, c'est avec plaisir que je me laisserai payer un coup au bar, juste ici, avant le concert de Ginger McKeown. Et puis, si ce que je m'apprête à vous lire vous plaît et que vous êtes une jolie fille de 17 à 77 ans, alors j'habite Place de Chambre, c'est centre-ville, vue sur la cathédrale, alors cette époque de l'année c'est illuminé, c'est magnifique. Petit avertissement hein, au sujet de la nouvelle que je m'apprête à lire. Toute mon œuvre repose sur deux thèmes fondamentaux. Il s'agit de thèmes largement bukowskiens, c'est-à-dire le sexe et l'alcool. Donc, pour ceux qui ne se sentent pas le... Comment vous voyez le machin pour endurer ça, les enfants, par exemple, j'ai vu qu'il y avait des gosses. Non, ça va, ils sont plus là. Ok, c'est magnifique. Alors, dernière chose, j'enfile mon costume d'écrivain et je suis à vous. Dans une seconde. Tiens, c'est cadeau. Ah merci, c'est très gentil, il m'en fallait une nouvelle. Ah, voilà. Très bien ça. Oui, tout écrivain qui se respecte écrit en robe de chambre. Et possède éventuellement oui, des lunettes tachées. Cette nouvelle s'intitule Le Pineur Fou. Ah, c'est moi qui ai trouvé le titre aussi. Dans le train, regard distrait par les arbres et poteaux électriques qui se mélangent à 140 km/h, je pue le sexe. Les voyageurs de devant, de derrière et du côté doivent se demander s'ils n'ont pas chopé une mycose, pas moyen que ça sente aussi fort le sexe dans ce wagon. Là, je me dis que mycose et wagon sont des mots qui vont bien dans une même phrase. Du côté de la synesthésie, ça fait jaune et brun. Ce sont des couleurs qui se marient. Ah, je déclare officiellement mycose et wagon unis par le lien transcendantaux de la poésie. Mais reprenons. J'étais dans un train, je regardais dehors et je puais le sexe. Ça veut dire quoi, puer le sexe? En premier lieu, il sera bon de rappeler que puer est un terme d'une trivialité indigente et qu'en plus, il n'a sémiologiquement rien à foutre ici. Parce que le sexe ne sent pas mauvais. Sentir le sexe, c'est l'avoir stimulé, et mieux, l'avoir mélangé à un autre. C'est quelque chose de beau. Âcre l'odeur, mais il faut comprendre qu'elle signifie l'origine de l'homme. C'est mon cas, là tout de suite dans le train, je sens l'origine de l'homme, j'y repense, il y a encore quelques heures, je faisais l'amour. Et même si cela est banal, eh bien, je vais quand même vous raconter comment c'est arrivé. Au cas où vous voudriez, vous aussi, sentir le sexe dans un transport public. Ah tiens, ça me fait penser, une auteure slovène répondant au nom de Jana Selna parle dans une lettre fabuleuse qu'elle adresse à son mari de sentir le sexe en prenant le bus. Elle nous dit dans cette lettre qu'il y a là une grande preuve d'amour. Assumer ses rapports, les montrer au monde. Un mariage à mi-chemin entre le cul et le nez. Seulement, revenons-en à mon histoire. Tenez-vous bien, ça commence au paragraphe suivant. 2 jours auparavant, j'avais eu rendez-vous avec Sophia, une petite aux cheveux couleur de vin, sourcils épais, visage simiesque et tendance à la méchanceté simulée. Alors, c'est-à-dire que Sophia se défend d'un malaise ou d'un doute, ou même de l'ennui par des invectives répétées et sans fondement. Combien de fois ne l'ai-je pas entendu me dire que j'étais scandaleusement petit pour un homme, bien trop petit pour elle. Oh, un homme doit être grand, c'est dans les mœurs, c'est dans les attentes de la société. Elle me l'a fait sentir, et maladroitement encore. Tu es si petit, tu n'auras aucune chance avec moi car tu es trop petit. Ça ne te fait pas souffrir d'être petit à ce point? Mais de quoi se protège-t-elle exactement avec de pareilles singeries? Je ne pratique pas la psychologie, mais je pense que ça cache quelque chose. Peut-être fait-elle partie de ces gens qui tentent de séduire l'objet de leur attraction par un comportement contraire à ce que leur intuition première concède à manifester. Ainsi pense-t-il pouvoir naître démasqué, ce qui en soi est une bonne idée puisqu'il ne faut jamais laisser paraître ses sentiments, c'est peu convenable, mais ça tient plutôt d'un comportement enfantin. Et puis finalement, après cette pavanée sur un chemin de promenade au bord de l'eau, sous la lune, bras dessous, c'est entre 2 invectives de sa part que j'avais pu l'inviter à boire un verre. « Allons plutôt chez moi », a-t-elle répondu. Sophia habite dans le quartier des putes.
Depuis sa fenêtre du deuxième étage, j'ai pu voir une grosse dame noire aux cheveux colorés or montrer ses obus au chauffeur d'une voiture arrêtée sur le bas-côté. Le monsieur fut charmé par la délicate attention, ou peut-être lui avait-il demandé « Puis-je voir un morceau de marchandise ?»« Ah oui, très bien, je prends. » Puisqu'elle remballa ses deux mamelons et entra dans le véhicule. « Combien de temps ça peut durer une passe, à ton avis ?» j'ai demandé à Sophia. Une fois j'ai regardé, elle s'est absentée 25 minutes. Le petit appartement est blanc au mur et au sol, et ses deux meubles carrés style Ikea qui contiennent quelques bibelots de la fille. Il y a aussi un bureau près de la fenêtre avec des feuillets dessus. Je jette un œil au livre de Sophia. Elle fait du théâtre et je trouve donc surtout des pièces. Anouilh, Giraudoux, Cocteau, mais aussi un peu de philo, Platon, Nietzsche et de poésie, Baudelaire, Éluard. Puis, on regarde un film, ça se fait. En revanche, ça ne se passe pas bien. Sophia n'arrête pas de tripoter son téléphone, commente le jeu des acteurs, se plaint de la médiocrité du film, il était pourtant très bien. Je la fais taire en l'embrassant. Les baisers passent, les plaintes et les invectives sont loin. Mais finalement, elle décide de l'ouvrir à nouveau. Je ne coucherai pas avec toi, je ne vais pas être une fille de plus sur ton tableau de chasse. Ces derniers temps, j'ai davantage entendu cette phrase que de bonjour, merci, au revoir. Alors, soit les gens sont devenus malpolis, soit les filles ont fini par se passer le mot. Ma réputation me fait défaut dans cette ville minuscule où tout le monde se connaît de près ou de loin, et il faut le dire, où je pine beaucoup trop. Puis, ce qui ne m'aide clairement pas, c'est que je les pioche toutes dans les mêmes endroits, du bar au conservatoire, en passant par l'école d'infirmière, je m'étais fait mon petit itinéraire. Il faut changer de plan, ou mon portrait robot risque de finir sur des affiches affublées d'un texte du genre « Attention, opineur fou !» Je reviens, je bois un coup. Alors, je rentre chez moi, seul, songeant au fait que c'est déjà la 3e fois cette semaine qu'une fille refuse de finir convenablement la soirée sous le prétexte d'un simulacre de fierté. D'où leur est sortie cette drôle d'idée? Elle pense, par la présente, se porter au pinacle, loin au-dessus de la déchéance de l'homme en rut, mais en vérité, je ne leur dis pas, elles sont à côté de la plaque. Ce n'est pas être une femme libre que de conjurer ses désirs par simple souhait de se voir accorder l'exclusivité. En réalité, cette fierté abstinente est une entrave à la liberté sexuelle. Une femme libre est une femme qui sait se faire plaisir, au même titre que je suis un homme libre et non un pineur fou. On retrouve là le même schéma que dans l'inversion du comportement de Sophia envers les gens qui l'attirent. Elle les lynche au lieu de les complimenter. Sophia est fausse. Elle bouscule la franchise au profit d'un aveugle mensonge qu'elle se fait à elle-même. Et pourquoi ça? Pour des conventions ridicules, aseptiques, des fadaises convenues, billevesées du grand nombre, absurdités du vivre ensemble dans des petites boîtes toutes pareilles, marchons dans un sens commun, oh oui, marchons tous vers la falaise. Mais ça ne tue personne de dormir seul, et le lendemain, j'étais toujours là. Cette journée, je l'ai passée comme les autres, à boire et à essayer d'écrire. Ces derniers temps, je travaillais sur une adaptation burlesco-pornographique du conte du petit poussé, Le Petit Pénis. J'étais au cœur d'une partouze incestueuse des plus fabuleuses, au sens qui tient de la fable, hein, qu'on s'entend bien, lorsque je me suis rappelé que quelques engagements devaient me tenir loin de ma machine à écrire en cette fin de journée. Voilà, j'écris sur un ordinateur, mais puisqu'il ne me sert qu'à ça, on peut tout à fait l'appeler machine à écrire, qu'on soit d'accord. Mon ami Aymeric Loff présentait son livre « Méditation sur la subjectivité » dans une librairie. C'est de la philosophie, et moi j'aime bien ça depuis que je ne suis plus aussi chrétien qu'avant. Puis au-delà de certains que ce serait intéressant, il fallait soutenir l'ami prof de philo. C'était son premier livre, une dizaine d'années de travail, méritant. Je lui ai même acheté un exemplaire, tandis que j'aurais pu m'offrir 40 canettes à la place. Mais ça me tenait à cœur, et puis tiens, ça a rallongé ma durée de vie aussi. À la sortie de la représentation, Xavier Molin me proposait de se casser de cette ville pour la soirée. Changer d'air, voir de nouveaux visages. J'ai dans l'instant pensé que ça me sortirait de mes derniers ennuis. Dans les autres villes, les femmes ne savaient pas que j'étais ce que je fais croire que je suis dans le but de me protéger de ce que je suis. Vous suivez? Moi j'ai donc suivi Xavier Molin. Xavier Molin, c'est un ami qui bosse dans le cinéma. Il écrit et réalise ses propres projets, lesquels sont souvent récompensés dans des festivals. Il est encore jeune, sa carrière est à l'état de bourgeon, mais croisons les doigts, il ira loin. Puis, le cinéma est un art qu'on consomme encore pas mal, contrairement à d'autres. Moi, des films, je m'en fous. Ce qui ne m'a pas empêché, je l'avoue au lecteur, ou à l'auditeur, d'y mettre un pied. À mes yeux, un écrivain qui bosse pour le cinéma, c'est l'équivalent d'un cuisinier qui travaille dans l'arrière-salle d'un McDonald's. Mais quand un ami réalisateur m'a demandé d'écrire les dialogues de son prochain film, j'ai accepté. Rien que pour la curiosité, tiens, voir ce que ça fait d'avoir un public.
Hein, tu l'as? On s'est démerdé pour trouver un covoiturage et on s'est bougé vers la ville la plus proche, à 1 heure de là. Pas si dépaysant sur le papier, sauf que si. Les gens ne sont pas les mêmes d'une ville à une autre, si proche soit-elle. Les visages changent, la couleur des rues change, même l'odeur du goudron n'est pas pareille. Le projet de Xavier Molin était le suivant, la nuit de la vidéo, une MJC qui accueillait des projections en tout genre toute la nuit. Le problème, avec ce genre d'événement, c'est qu'il est difficile d'y entrer avec son sac rempli de canettes et de les y siffler discrètement. J'ai donc eu la brillante idée d'enterrer ma dizaine de tôles dans le jardin public d'à côté. Après quoi, les mains pleines de terre, on s'est rendu sur les lieux. Le premier film sur lequel on est tombé était une œuvre féministe appelée « Portrait de sorcière ». Il s'agissait de 5 portraits de femmes dont la vie sexuelle ou affective était quelque peu originale. Ça se voulait film d'art et d'essai, mais ça ressemblait davantage au reportage débile qu'on retrouve sur NRJ12. C'était de la merde. Et s'il est plutôt convenu de dire « je n'aime pas » ou « ce n'est pas mon genre », on est bien d'accord. J'aime pas la merde n'est pas mon genre. Lorsqu'au chiottes je coule un bronze gras et odorant, je ne le projette pas devant une trentaine de personnes en appelant ça de l'art. Je le garde au fond de mes chiottes, je tire la chasse. La dame qui a eu la triste idée qu'est son film aurait dû tirer la chasse de ce qui lui le sert de goût artistique. Le deuxième film n'était pas beaucoup mieux, et mes incessants allers-retours entre les salles de projection et les jonquilles gardiennes du tombeau de mes bières, ça n'arrangeait rien. Je loupais soit le début, soit les fins. Pas pratique. Puis je commençais à être bien rond aussi, comme ce soir. Du coup j'ai perdu ma ligne. Mais je commençais à être bien rond aussi. Alors je me suis barré et j'ai commencé à flâner dans les rues nouvelles, caluche en main, regard fiévreux. L'obscurité, le son des voitures, l'écho des voix de Soulard, le néon rouge et clignotant où on peut lire kebab. L'ambiance citadine de l'été prêtait à quelques réflexions. Qu'avais-je fait ces temps-ci? Pas grand-chose à part écrire, boire et baiser. Une vie pleine et pleinement satisfaisante. Hein. Je ne ressentais pas le besoin de chercher quelque chose ailleurs, quelque chose de plus. Bien sûr, il y avait cette sensation de manque inhérente à l'homme et qu'on ne peut assouvir. J'aurais pu chercher à combler cette impression de vide en m'engageant dans une relation, en montant un projet professionnel, en voyageant, en étudiant les religions, la philosophie. Ça aurait été en vain. Ah oui, c'est prévu ça ou pas? Non, c'est pas prévu. Merci. Alors. C'est les enfants. Ça aurait été en vain. Ce manque est un manque vital, nécessaire et sans lequel se lever le matin deviendrait aussi fade que le sentiment d'accomplissement le plus total. Accomplir, c'est tuer, et dans le doute que la mort soit une expérience de merde. J'ai dû marcher une dizaine de minutes avant d'entendre de la musique assez forte provenir du bout d'une rue. Une fête en plein air, un DJ et un stand de paella géante. Pas mal de monde, surtout des jeunes, lesquels buvaient sans gêne leurs propres alcools malgré la buvette derrière eux. J'ai fait marche arrière, me suis perdu, et retrouvé mon chemin, j'ai attrapé Xavier Molin, on a déterré les canettes restantes et on est parti se faire une paella en buvant nos terrostaules. Pas fini. Il y a quelques temps, dans un festival de musique, j'ai rencontré Cassis. Un amas de tantes quechua, deux d'ouvertes. Chacune donne sur une fille sans pantalon. Celle de droite, le menton sur le genou, maquille ses ongles de pied. Celle de gauche est assise à plat ventre et lit un article des Inrocks sur Virginie Despentes, un photo de l'auteur en grand sur la page de droite. J'attaque par celle qui se colorie les bavards, on va savoir pourquoi, mais peut-être parce qu'on voyait mieux l'absence de son pantalon. Je lui fais un massage. Elle a des cheveux partout, c'est impressionnant, ils doivent lui arriver en bas du cul quand elle se met debout. Tu masses bien? Ouais, je sais, petite. Je sais. Elle finit par partir prendre une douche, me disant de l'attendre là, et moi, je vais voir du côté de Magazine Girl. Je me place en tailleur à l'entrée de la tente et lui demande ce qu'elle lit. D'habitude, c'est les femmes qui m'abordent comme ça. Je suis toujours planté avec un livre sous le nez, que ce soit dans un bar, sur un banc ou dans la salle d'attente du centre des impôts. Ce n'est à la base qu'un moyen de ne pas trop voir le monde dans lequel je baigne, et pourtant ce même monde semble utilisé comme moyen de m'accoster. Bon, si la fille est jolie, je replie le livre après avoir corné ma page. Celle de la tante m'explique que Despentes est son écrivaine préférée. Elle s'appelle Cassis, mais je ne l'entends qu'à peine. Hagard me rend de ses yeux, deux amandes bleues, puis il y a ses lèvres épaisses et roses, une belle peau aussi, un peu claire. Elle a exactement le même visage que les filles qui font mannequin pour des pubs de cosmétiques. Brune à la beauté diaphane. Oh, je craque totalement.
et je finis par la masser, elle aussi. Le massage, dans la drague, fait office de joker. J'utilise quand je suis trop fatigué pour innover ou parfois en dernier recours quand les mots ne sont plus de grande utilité. Moins intime qu'une étreinte, il peut être bien plus érotique. Placardé au rang de métier, il devient conventionnel, légal, affichable. Il n'en reste pourtant pas moins un préliminaire. Et c'est ainsi qu'on peut se retrouver à califourchant sur une femme avec qui on a échangé 4 phrases, lui triturant le dos et les épaules, la frictionnant non trop amoureusement, mais avec le soupçon de passion qui peut se tolérer. Apprécié même. Tu masses bien? Je sais, petite. Je sais. Cette fille a un corps, mince, élancé, et des jambes à s'en faire une écharpe. Debout, elle doit bien faire 2 têtes de plus que moi. Pour en revenir au mannequinat, si elle perdait encore 5 kilos, histoire qu'on puisse voir ses côtes saillir à travers sa pouilladine, elle pourrait se pavaner sur les podiums, épaules en arrière, menton levé, buste gonflé, cul qui roule et amasse l'oseille. Je me mets à border sur elle. C'est inconvenant. J'essaie de penser à autre chose. Quand j'avais 6 ans, je m'étais à moitié chié dessus dans le bus pour aller à la piscine avec l'école. Et au moment de se déshabiller dans les vestiaires, les autres gamins avaient vu la grosse croûte de merde séchée dans le fond de ma culotte. J'avais tenté de m'en sortir en disant que c'était la culotte de la petite que ma maman gardait les week-ends, que j'avais dû me tromper de culotte. Oh là, je devais être rouge comme une tomate et je crois que c'est la première fois que j'ai ressenti de la honte. Allez, c'est bon, 20 ans plus tard, je me sers de ce curieux souvenir pour ne pas bander sur le cul en jean de Cassis. Ça fonctionne bien. De toute façon, sa copine aux cheveux comme le Mississippi est revenue de sa douche et se trouve être plus avenante. Et préférant les filles qui me rentrent dedans à celles qui se contentent de me regarder du coin de l'œil du fond du bar en attendant que je me lève pour engager le truc, bah, je finirai donc avec le fleuve capillaire ce soir-là. Et au moment de finir notre barquette de paella avec Xavier Molin, je vois Cassis se lever d'une table non loin de nous pour se diriger vers les chiottes. Je l'interpelle. Incroyable de se croiser ici, tu habites dans cette ville? Non, je suis de passage, moi j'y fais mes études, j'habite pas loin, vous savez où dormir? Non, on est venu à l'arrache, je peux vous héberger? Ah, ce serait top, venez avec moi mes amis, on est par là-bas. L'invitation nous conduit à une table, celle-ci a un after dans un appartement. Salon gigantesque, bonne musique, peut-être nouvelle. Xavier Molin se trouve de quoi discuter, et moi je vise à finir avec Cassis, alors j'en embrasse une autre. Rendre jaloux est une vile astuce qui fonctionne toujours. Parfois, on le fait sans s'en rendre compte, parfois non. Elle me fait marrer, la petite à qui je tiens la croupe. Entre 2 baisers, je la regarde. Des grosses lunettes rondes, cheveux ébouriffés, l'air très saoul, mais en réalité, pas que l'air. Elle loucherait presque et titube. Sa taille sous ma main vacille de gauche à droite comme si on était debout sur une barque. Oh, ne me vomis pas dessus si tu veux bien. Cassis préférera sûrement se taper Xavier Molin que de s'envoyer à un gars qui certes masse bien, mais sans la gerbe. Et moi, Cassis, oh, je la veux. Je la désire terriblement, tandis que je te mords la lèvre inférieure, jeune binoclarde au nom flou comme mes projets d'avenir. Je relâche mon étreinte, binoclarde s'en va se perdre au large, et je n'ai pas le temps de rester seul. 30 secondes que Cassis est venue me rejoindre sur mon île. Derrière moi, elle penche son menton sur mon épaule et murmure d'un souffle chaud. On va chez moi. Ah ouais, ok, mais bon, Xavier Molin vient avec nous, enfin je veux dire, je peux pas le laisser seul ici, il connaît personne, tu vois. Nous voilà donc, tous les trois, à marcher dans les interminables rues qui séparent l'after du lieu de sommeil. Le jour se lève doucement, le noir devient gris, puis pas tout à fait bleu. C'est cet instant à cheval entre la nuit et l'aube, temps alcyonien, sans les ailes et sans les os, irréel et apaisant, là où l'éclat de la ville est comparable à... Bonjour, contrôle des tickets. Pardon? Votre titre de transport, s'il vous plaît. Mon titre de transport, mais oui, bien sûr, une seconde, le voilà, monsieur. Ça sent bizarre ici. Ah, vous trouvez? Son inspiration. J'en ai été où? Ah oui, voilà, c'est ça. Cassis, moi et Xavier Molin, on se dirigeait donc vers l'appartement de la petite. J'ai un bras autour de sa taille et le sommet de ma tête est sur la même ligne que ses épaules. Je dois paraître minuscule, mais comme vous le savez, puisque mon histoire a débuté le lendemain et que je vous ai dit comment je sentais, oui, vous savez que je vais tout de même réussir à la soulever. Tiens, prends ça, Sophia, qui est trop petit pour sauver qui que ce soit maintenant? Allez. Au nom de tous les hommes de taille moindre, je planterai comme un drapeau sur ce grand mannequin. Nous, les hommes petits, on est les discriminés, oubliés. Les femmes, les gros, les noirs, toutes les minorités sont défendues, sauf nous. C'est pourtant une sacrée tare. À la petite enfance, c'est les railleries. À l'adolescence, c'est les filles qui préfèrent les mecs grands. À l'âge adulte, c'est les employeurs qui sont réticents. Le culte du grand nous a éliminés du désirable, tout comme le culte de la minceur a fait des gros les représentants du lait.
Bon, en ce qui me concerne, je m'en sors bien malgré tout. D'ailleurs, je ne sais foutrement pas pourquoi les femmes m'aiment autant. Ma gueule? Ouais, je l'ai belle et grande, vrai, ça doit jouer. On ajoutera à ça l'image à la fois dérangeante et fascinante de l'écrivain alcoolique et mauvais garçon. Je suis tout droit sorti d'un Bukowski, ça fait bonder. Mais à vrai dire, tout cela n'est que bagatelle. Plaire, ce n'est pas un amas de qualités ou de facteurs sociaux enviables qui, mis bout à bout, régiraient une personne. Vous me parlerez de charme ou de charisme, et je vous répondrai que ce sont là des mots bien abstraits qui sont encore loin de pointer le secret. Plaire, en vérité, tu l'as ou tu l'as pas. Et ça ne se travaille pas, c'est un don, un truc génétique est tombé du ciel à la fois, l'immaculé avantage social. Et moi, je l'ai indéniablement, puisque là, je suis dans le lit de Cassis, on est nus, on s'embrasse goulûment. Oh, pas croyable de se farcir des filles aussi belles. Je repense aux gosses que j'étais, qui en a pris plein la gueule de la part de la gente féminine, parce qu'il tombait toujours amoureux de celle qu'il n'aurait pas, et qu'il était trop gentil. Trop romantique aussi. Les fleurs, les lettres, les poèmes, les parcours fléchés pour les rendez-vous bucoliques, ça n'a jamais porté ses fruits. Près de 20 années, j'ai dû attendre pour perdre ma virginité, pendant que des régiments d'imbéciles souillaient ce que je lorgnais avec un humble et sulfureux désir. Puis un beau jour, pouf, le regard des femmes a changé. Je n'ai su pourquoi. Est-ce que ça contribue à me rendre heureux? Ah ouais. Allez, en l'honneur de toutes ces vieilles affres d'ados, je mets un ou deux doigts dans la splendide Cassis, la flanquée comme une tulipe qui frotte ses deux tiges sur moi. Oh là 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 là, mais le bruit que vous faites en plus, vous allez pas baiser alors que je suis dans la même pièce que vous quand même. Ah putain, j'avais oublié que Xavier Molin dormait sur le matelas, par terre, pas très loin de nous. C'est beau. Ouais. Bon, je vais être courtois avec mon ami, j'arrête les fouilles ici, je plante la tente. Mais le désir est tenace. Et la main douce de cet ange nu blotti à moi me caresse le torse, les côtes, le ventre.